Petit quiproquo dans la boutique d'un encadreur français. Notre journaliste allemande, Katia Petrovic, nous en explique les raisons. Voici un portrait de ma grand-mère allemande. Hélas, mon élégant cadre doré était trop grand. J'ai donc fait faire un cadre en bois conçu pour s'insérer entre le cadre extérieur et le tableau. Parfait. Voici votre Marie-Louise, me dit le vendeur parisien en me rendant mon tableau. Merci beaucoup, mais ma grand-mère s'appelle Gisela. Certes, me répond-il moqueur, mais ce cadre intermédiaire s'appelle une Marie-Louise. Nous autres Allemands disons Einlage, un élément intercalé comme une semelle. Une Marie-Louise, c'est quand même plus joli. Pourquoi le cadre s'appelle-t-il ainsi? Même les Français l'ignorent la plupart du temps. Certains disent qu'il s'agirait d'un nom propre, comme on en donnait autrefois aux outils et autres objets d'utilisation courante. D'autres affirment que le terme remonterait à Marie-Louise d'Autriche, la fille de l'empereur François Ier d'Autriche. Elle épousa Napoléon Bonaparte en 1810 et rendit populaire, à ce qu'il paraît, l'usage du passe-partout. Mais attention, un passe-partout n'est pas la même chose qu'une Marie-Louise. Dans la légende, on s'est visiblement mélangé les pinceaux. Et comme c'est encore souvent le cas aujourd'hui, voici une brève explication. Une Marie-Louise, c'est donc un cadre en bois de couleur neutre, utilisé pour les tableaux et inséré directement entre l'œuvre et le cadre extérieur. Un passe-partout, en revanche, est un carton rigide, utilisé pour des photographies, des estampes, des aquarelles ou des dessins sous verre. L'objectif, protéger l'œuvre et lui permettre de s'adapter à n'importe quel cadre. D'où le nom de passe-partout, composé du verbe français « passer » et de l'adverbe « partout ». Passe-partout, un terme que les Allemands ont fini par emprunter au français. Un mot également bien connu des cambrioleurs depuis le XVIe siècle. En effet, ils ne se séparent jamais de leur passe-partout, une clé qui permet d'ouvrir n'importe quelle serrure. Plus tard, au XVIIIe siècle, on a appelé passe-partout une planche d'imprimerie dans laquelle on pouvait insérer n'importe quel caractère. Et au XIXe siècle, le passe-partout devient un laissez-passer ou un billet d'entrée permettant d'assister à chaque représentation. C'est donc un mot magique qui nous ouvre plein de portes dans la vie. Et c'est aussi le nom du serviteur de Phileas Fogg, dans le roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, car au cours de ses nombreuses pérégrinations, Passepartout parvient à surmonter toutes les embûches. En revanche, quand une Française dit à une copine qu'elle trouve la robe de son ami un peu passe-partout, ça n'a rien d'un compliment. Certes, cette robe, on peut la porter en toute occasion, mais surtout, elle manque cruellement d'originalité. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Prusse. Mais savez-vous ce que c'est vraiment? Hayo Kruse nous met sur la voie. Il était une fois une région d'Europe qui s'appelait la Prusse, Preußen. Les Français ont tendance à confondre Prusse et Allemagne. En fait, la Prusse, c'était le nord de l'Allemagne, à une époque où l'Allemagne n'existait pas encore comme nation. Une chose est sûre, la Prusse évoque automatiquement toute une série de clichés peu flatteurs. On pense militaire, obéissance, discipline, sens du devoir, casque à pointe, bruit de bottes, une image peu sympathique qui, il est vrai, n'est pas totalement infondée. C'est que la Prusse a été une puissance tout autant redoutée qu'admirée, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la carte. Quand? Comment? Pourquoi? C'est tout juste si quelqu'un le sait encore. Bizarre, non? Vous le savez, pendant très longtemps, l'Allemagne était composée d'une multitude de petits duchés et comtés. Au XVIIe siècle, les princes électeurs du Brandebourg héritent d'un petit duché appelé Prusse, tout là-haut, sur les bords de la Baltique, à 500 km à l'est de Berlin. Et c'est là qu'en 1701, le prince électeur du Brandebourg, Frédéric, se coiffe lui-même de la couronne. La Prusse vit dans une misère crasse, cela n'empêche pas de célébrer avec faste cette nouvelle dignité royale. Son fils, Frédéric Guillaume Ier, met brutalement un terme à ce luxe dispendieux. Lui, il a une idée fixe. Son truc, c'est d'avoir une armée forte, très forte. Il y consacre donc les 3/4 du budget de l'État et on enrôle de force à tour de bras, sans prendre de gants, c'est le moins que l'on puisse dire. En plus, le roi soldat, comme on l'appelle, a une marotte.
il dépense une fortune pour que sa garde soit composée de soldats de très grande taille, appelés les géants. Pourtant, roi soldat ou pas, il ne conduira qu'une seule guerre. Changement radical quand Frédéric II, son fils, monte sur le trône. En faisant la guerre, pour le coup, le nouveau roi double la superficie du royaume et il se fait ainsi une place au sein des grandes puissances européennes. Frédéric II, vite surnommé Frédéric le Grand, développe l'économie, la culture et les sciences à Berlin, aidé par les Huguenots, ces protestants chassés de France et réfugiés en Prusse qui lui apportent leur savoir. Dans sa résidence préférée, le château de Sans Souci, à Potsdam, près de Berlin, Frédéric joue de la musique et philosophe avec Voltaire. En français, l'administration est dévouée, l'armée est obéissante, tout va bien. Ah, n'ont-ils pas fière allure, les soldats prussiens, quand ils paradent avec leur bel uniforme et leur panache ? En 1806, Napoléon décide de conquérir l'Europe. Il part en guerre contre les Prussiens. L'armée napoléonienne bat la Prusse lors des fameuses batailles à Iéna et à Auerstedt. La Prusse capitule. Le Corse impétueux arrachera pas mal de plumes aux fiers aigles prussiens. Après son entrée dans Berlin, il fait expédier en France le quadrige de la porte de Brandebourg. Puis il ampute la Prusse de la moitié de son territoire et il la condamne à verser une énorme indemnité de guerre. Mais à peine 10 ans plus tard, c'est la débâcle pour Napoléon, à Waterloo. Et lors du congrès de Vienne en 1815, la carte de l'Europe est complètement redessinée. La Prusse se voit attribuer un joli butin, et notamment des territoires précieux à l'ouest. La Prusse devient tellement puissante que Otto von Bismarck, l'homme fort du royaume, n'a pas peur de provoquer Napoléon III, qui finit par lui déclarer la guerre en 1870. C'est la fameuse guerre franco-allemande, ou plutôt franco-prussienne. Les Prussiens l'emportent et Bismarck peut enfin unifier tous les duchés et comtés en un seul empire allemand. Et c'est carrément dans la galerie des glaces du château de Versailles qu'il proclame le roi de Prusse Guillaume Ier, Wilhelm der Erste en mode allemand, empereur de cette Allemagne qui vient de naître. Autre humiliation, les Allemands annexent l'Alsace et une partie de la Lorraine, ce qui leur vaudra une haine tenace en France. La prochaine guerre ne se fera pas attendre. En 1914, le vaniteux empereur Guillaume II, avec sa moustache et son casque à pointe, repart au combat contre ses voisins européens. Bon, l'Empire allemand capitule en 1918. L'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, est chassé, et ce qui reste de l'Empire allemand devient une république. La Prusse devient la région la plus importante de cette nouvelle république. Quand Adolf Hitler prend le pouvoir en 1933, la Prusse continue à subsister en tant que Land sous le Troisième Reich. Mais ce sont évidemment les nazis qui ont tous les pouvoirs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prend fin en 1945, les Alliés découpent comme un gâteau l'Allemagne vaincue. Staline en reçoit une part au nord-est. Le vaste territoire à l'est de l'Allemagne devient polonais. Chacun des Alliés reçoit un morceau de Berlin. L'est de l'Allemagne devient zone d'occupation soviétique et finira par devenir la République démocratique allemande. Quant à l'ouest, il est divisé en Länder. Et comme tout le monde est d'accord que la méchante Prusse militariste est responsable de l'avènement du nazisme, personne ne regrette qu'elle ait définitivement disparu de la carte. Enfin, presque. Aujourd'hui, certains versent encore une larme à sa mémoire. Car la Prusse ne se résumait pas à des soldats coiffés de casques à pointe. Elle incarnait aussi le sens du devoir, la fidélité, le progressisme et l'amour de la culture. Mais les vilains Prussiens existent encore. En Bavière, où ils n'ont jamais vraiment été appréciés, quelqu'un qui ne porte pas de culotte en cuir se fait vite traiter de Saupreis, cochon prussien. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Regardez bien. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense.
Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. C'est vrai, cette fois l'indice était discret. Mais si vous étiez très attentif, vous ne pouviez pas rater le cycliste blanc sur fond vert, ici à gauche de l'écran. Il s'agit du pictogramme d'une piste cyclable française. Nous ne pouvions être qu'en France.